Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Je vous propose de plonger au cœur de la folie Bitcoin. Voilà. Alors, pour le coup, on ne va pas parler de la valeur du Bitcoin, 50 000 $, j'en sais rien. Le sujet, c'est à quoi ça sert. Et puis, le sujet, c'est il y a des entrepreneurs quand même qui ont fait le pari du Bitcoin très tôt. Donc, je vais vous en faire rencontrer un, sans doute le tout premier d'ailleurs. C'est parti. Et on démarre donc avec le Bitcoin. Pierre Noisa est avec nous. Bonjour Pierre Noisa. Bonjour Stéphane. Alors, entrepreneur de la première heure du Bitcoin, Pierre. On peut dire ça, puisque c'est en 2011 que nous avons démarré Paymium et on était parmi les toutes premières plateformes à proposer d'acheter et de vendre du Bitcoin sur un site internet à l'époque. Donc vous êtes multimillionnaire, Pierre. Alors je ne parle pas de mes finances personnelles, mais vous savez que vous savez que c'est un placement qui a connu un succès exceptionnel. C'est un peu comme si vous aviez acheté des actions Google. Si vous en avez acheté en 2011 sur ma plateforme, c'est un peu comme si vous en aviez acheté des actions Amazon ou Google. Pas plus que ça. Si, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens dont je peux dire que j'ai changé leur vie parce qu'ils ont investi dans Bitcoin. Oui, mais ils ont investi. Mais alors c'est toujours le problème avec ces trucs-là. Parce que là, je veux discuter de l'entrepreneur, puis après, on va peut-être s'écharper un peu sur le projet. Mais c'est toujours le problème, c'est quand vendre. Quand ça monte à cette vitesse-là. C'est-à-dire, vous avez passé... Alors, il se trouve que c'était votre associé à l'époque, il ne l'est plus aujourd'hui, mais j'ai peut-être été le premier à faire une interview de Paymium. Tout à fait. Vous avez été le pionnier dans le domaine des médias, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ah mais non, puis moi, aux États-Unis et en France, vous étiez le seul, je crois, vraiment à inviter un entrepreneur à l'époque. J'avais des gars qui me racontaient un truc, j'y comprenais rien, mais ça, on en reparlera après, parce que j'ai toujours pas compris cette partie-là. Mais en revanche, effectivement... mais le sujet, c'est, vous avez géré ça au fil de l'eau Non, parce que moi, ça m'intéresse quand même de savoir si l'entrepreneur, il a réalisé une partie de ses actifs. Alors, Paymium, la société Paymium a acheté des bitcoins en 2012, pour vous donner un exemple. Et effectivement, on n'a surtout pas vendu, évidemment, plus de bitcoins que ce dont on avait besoin pour financer l'entreprise. Et aujourd'hui, ça continue à nous financer, évidemment. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un atout qu'on a eu, enfin, aussi une certaine clairvoyance, on va dire, pour acheter des bitcoins à l'époque. Mais Pierre, vous imaginiez 2011, vous imaginiez 50 000 $ le bitcoin? Non, honnêtement, j'avais écrit en 2011-2012. Bitcoin, ça va valoir un jour 600 €. J'ai dû écrire un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, je me disais, non, j'exagère un peu, mais je vais me lâcher, je vais écrire ça. et bon, effectivement, je l'ai écrit cet article en 2011. Et pour la petite histoire, j'ai dû mettre 6 mois à le publier parce que personne n'en voulait de l'article en question. Et ça a finalement atterri sur la newsletter d'une école que j'ai fréquentée, mais avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que même en parler à l'époque, c'était tellement, je dirais, un peu extraterrestre comme invention, comme nouvelle technologie, que les gens soit n'y croyaient pas, soit ça les sortait vraiment de leur zone de confort. Donc finalement, on n'en parlait pas. Mais c'est le mot. Par quelques bouts qu'on prenne ce sujet, et on va aller après sur la monnaie, ça sort de la zone de confort. Et moi, il y a un truc qui me bluffe, le truc le plus dingue, ce qu'on ne peut pas retirer à la technologie Bitcoin finalement, c'est que ça tourne encore. Exactement. Et depuis 10 ans, avec un taux de disponibilité, comme on dit en informatique, de proche de 100%. Donc, c'est un programme qui a été écrit quelle année? On sait quelle année il a été écrit? Eh ben, écoutez, il a commencé à tourner en janvier 2009, donc il a été écrit forcément en 2008, quoi. Hein, donc c'est vrai que et c'était les premières versions. Ça n'a fait que s'améliorer depuis, évidemment. Hein. Mais et tout ce qui était écrit à l'époque se réalise, c'est-à-dire. Ah oui, il n'y a pas eu de faille technologique de sécurité, il n'y a pas eu de faille de gouvernance, puisqu'on a réussi à mettre à jour le logiciel au fil de l'eau pour l'améliorer, et il s'améliore chaque année. Ça explique aussi sa progression, bien entendu. Il n'y a pas que la spéculation, comme on l'entend parfois. Donc c'est vrai que c'est du point de vue de l'ingénieur que je suis, c'est une réussite exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a un équivalent, en fait. Je réfléchissais pour cette interview. Je ne sais pas s'il y a un équivalent. Je pense pas, parce que c'est le programme Apollo. Enfin, c'est des trucs comme ça. Non, mais vraiment, c'est cette dimension-là dans le génie humain pour concevoir le truc. Je pense qu'on peut le dire du point de vue de l'ingénieur, en tout cas. Ouais, voilà. Après, ça touche aussi, comme vous le dites, à quelque chose de fondamental, parce que c'est la monnaie, et les gens ont un rapport à la monnaie qui est proche de celui qu'ils ont avec la religion. Non, mais ça, on va en parler après. Restons sur l'entrepreneur. Par rapport aux autres cryptos. Bitcoin, enfin,
est-ce que ça a une place particulière, un protocole particulier? Oui, tout à fait. Parce que bon, les autres cryptos, si vous voulez, moi je les ai vus arriver forcément, puisqu'en 2011, il n'y avait que Bitcoin. Alors on a vu arriver Litecoin, par exemple, qui est un pur clone de Bitcoin, qui s'est positionné, si vous voulez. Alors, le problème des altcoins, c'est qu'il y a des fausses promesses derrière. Alors par exemple, Litecoin, dont je peux parler, sa promesse dit Bitcoin c'est l'or et nous on va être l'argent. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, sauf que, veut vraiment rien dire. Parce qu'on ne peut pas transposer l'aspect étalon monétaire de Bitcoin dans les monnaies métalliques. Il y a des analogies, bien entendu, parce que Bitcoin est aussi conçu comme un étalon monétaire. Il y a même des gens qui ont écrit des livres sur Bitcoin monétaire. Donc on peut dire que c'est un étalon monétaire, mais non, ça n'a pas les le dire, mais vous pouvez essayer de le dire. Voilà, c'est un étalon monétaire en devenir. Et c'est vrai qu'il y a des analogies fortes avec la monnaie métallique, l'or, mais comme toute analogie, ça... D'ailleurs, là, j'ai vu, c'est 1 kilo d'or, d'ailleurs, un Bitcoin. Là. Il y a eu un moment là où ça s'est équilibré sur quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Le lingot d'or, oui, je crois qu'il y a des seuils psychologiques comme ça. J'ai vu que... Alors, Coinbase, c'est l'équivalent de Premium aux États-Unis Alors, c'est l'équivalent de Premium aux États-Unis, mais avec les financements américains. C'est-à-dire que contrairement à nous qui avons levé, si vous voulez, de l'ordre de 1 million, enfin 3 millions si j'additionne tout ce qu'on a levé en capital ou en crédit, Coinbase a dû lever 800 millions. Mais voilà. Pierre, donc c'est la même mais chose, vous n'avez pas besoin, mais avec un financement américain. Vous avez les bitcoins, vous n'avez pas besoin. Vous avez raison, d'une certaine manière, on n'en a pas besoin. Et Bitcoin que vous avez acheté 10 centimes. Aujourd'hui, on a de la trésorerie, on n'a pas besoin de se financer pour la trésorerie. Par contre, ça donne des moyens quand on lève 800 millions. Si on me donne 800 millions, croyez-moi, je saurais les utiliser pour mouvoir Premium. Mais, je connais une entrepreneuse qui a des actions Apple à 7 $. Voilà, c'est quelqu'un de clairvoyant. Quelqu'un de clairvoyant. Vous achetez un bateau environ, une action. Il y a de quoi faire avec. Bon, mais est-ce que vous gardez... Alors non, Coinbase, pourquoi j'en parlais? Parce que j'ai vu qu'il préparait une entrée en bourse avec une valorisation à 25 milliards $. Oui, ça ne me surprend pas. Mais Premium aujourd'hui, c'est une... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes précurseur, vous gardez des barrières à l'entrée, vous gardez des coûts d'avance, vous gardez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, vous pesez sur le trafic du Bitcoin aujourd'hui? Non, pas à l'échelle mondiale, il faut être honnête, non. En France, on représente un acteur significatif pour tous ceux qui préfèrent trader sur une plateforme. 170 000 comptes, hein, vous remontez. On est plutôt à 220 000 maintenant. Ah, mais il faut mettre à jour les sites internet, les mecs. C'était peut-être à l'époque de la dernière. Non, j'ai été voir ce week-end. Hein, on est en général assez prudent dans nos chiffres et on communique assez peu dessus. Mais aujourd'hui, on est plutôt à 220 000 comptes. Et c'est vrai que ça progresse chaque année. Et la techno progresse, notre plateforme est de plus en plus performante aussi. Donc, on peut dire qu'on ne pèse pas peut-être sur le marché mondial, mais en France, on est le seul acteur place de marché en tant que tel. Il y a beaucoup de brokers qui utilisent des plateformes étrangères. Ouais. On est la seule infrastructure de marché, je dirais, basée en France et made in France. Donc ça compte, je pense. Et c'est vrai que c'est un peu notre spécificité. Ce qui fait que nous, qu'on est un peu unique, parce qu'on est aussi dans un environnement réglementaire en France qui est particulier. Comme vous savez, les Français ne sont pas les plus légers avec la régulation sur les services financiers. Il y a des places financières comme Londres et Luxembourg. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que... il y a tout un protocole on est très surveillé. De papier à faire signer. On est très surveillé. Il y a encore des banques françaises, si vous voulez, qui déconseillent à leurs clients, en leur écrivant, de pas investir dans le Bitcoin. Mais ça, elles ont raison, ça, Pierre. Mais on va en parler. Oui, c'est un conseil avisé, si vous voulez. Elles ont raison. Ça veut dire qu'il y a encore des banques françaises raisonnables, vous me rassurez. Elles devraient dire aux gens, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ouais. Ceux qui ont fait la démarche de comprendre ce que c'est, d'étudier ce que c'est et qui, dès lors, décident d'en acheter, devraient pouvoir disposer librement de leur épargne disponible. Bon, alors allons-y. Le vrai sujet, quand même. Parce que ça fait... j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Alors, j'ai été vous lire. Je vais vous lire, quand même. Hein. Bon. L'idéologie du mondialisme vassalise les acteurs économiques non financiers qui, parce qu'ils n'obtiennent pas de prêts dans les mêmes proportions que les financiers, ne reçoivent qu'une petite fraction de la création monétaire totale. Oui. Alors ça, c'est une critique de ce qu'on appelle la monnaie dette. C'est-à-dire l'euro, le dollar, qui sont ce qu'on appelle la monnaie dette. C'est-à-dire qu'elle est créée, elle est émise par le crédit. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, c'est un crédit qui permet la création de richesse. C'est ça, exactement. Donc le crédit, c'est quoi? C'est gager un peu l'énergie future produite par l'emprunteur qui va rembourser. Donc on est sur une sorte de capture de l'énergie future. Avec les monnaies valeurs comme l'or... Mais vous n'êtes pas sur une capture.
Vous lui donnez son potentiel. Non, il doit le rembourser. Non, il y a... Mais évidemment qu'il doit le rembourser. Voilà, donc c'est pas un don. C'est pas un don, en aucune manière. Il y a de dons. Justement, il y a une attribution... Vous lui permettez... Voilà, on lui donne de la liquidité. D'exprimer ce potentiel. Alors, bien entendu, je ne remets pas en question le principe de la monnaie dette. Ce que je remets en question, c'est le monopole de la monnaie dette, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème que ça pose, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette monnaie euro ou dollar, et qu'effectivement, elle est distribuée de manière très, on va dire, discrétionnaire et arbitraire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire distribuée de manière discrétionnaire et arbitraire? C'est tout le problème, c'est qu'on laisse aux banquiers, si vous voulez, le soin de décider quels sont les bons projets et quels sont les projets qui ne doivent pas être financés. Or, je ne pense pas que ce soit aux banquiers, en l'occurrence, de décider. Je pense que c'est l'intérêt général, c'est pas eux qui en détiennent les clés. Alors, justement, qui va porter le risque dans l'économie? S'il n'y a plus de monopole, s'il n'y a plus de monopole, si vous voulez, il n'y a plus cette espèce de dictature du pouvoir bancaire qui décide arbitrairement de quel projet est financé et quel autre ne l'est pas. Mais comment ça? Donc c'est la pluralité monétaire. C'est le pluralisme monétaire qui va permettre de sortir. Pierre, je ne comprends pas. Stop, je ne comprends pas. À un moment, on a monté cette chaîne. Oui. Voilà. À un moment, il y a quelqu'un, un organisme qui nous a prêté de l'argent. Tout à fait. Et des millions pour monter cette chaîne. Et vous auriez pu faire autrement, Stéphane. Mais vous auriez pu faire en une Bitcoin. émission. Non, vous auriez pu émettre une monnaie qui soit représentative de votre communauté, que votre communauté utilise, à laquelle vous donnez une utilité à travers des usages que vous créez, de nouveaux usages, autour de Bismart, etc. Ça s'appelle de plein de façons en marketing, et vous avez votre propre monnaie. C'est le principe des émissions monétaires qui ont eu lieu en 2018. Il y a eu une grande vague de tout ça en 2018. C'était très embryonnaire, expérimental, maladroit. Je pense qu'il faut rationaliser ça, mais il n'y a aucune raison, si vous voulez, que vous ne puissiez pas financer un projet comme Bismart par l'émission d'une monnaie. La seule raison, c'est qu'on vous l'interdit, qu'il y a un monopole monétaire qui vous contraint très fortement. Mais ça ne me contraint pas, c'est hyper simple. Alors, ça me donne la possibilité de le faire. Mais c'est simple pour un boulanger qui s'installe, c'est simple pour quelqu'un qui veut acheter un appartement. Après, c'est juste un rapport rendement-risque. Vous n'allez pas... Bitcoin ne peut pas annuler le risque. Non, je suis d'accord avec vous. Vous avez raison, dans le grand principe, ça marche. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que ça ne marche jamais, la monnaie crédit. Il y a simplement des dysfonctionnements qui sont liés au monopole. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire qu'il faut arrêter d'utiliser l'euro. Au contraire, je pense que l'euro et Bitcoin doivent coexister. Je dis simplement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le monopole. On doit revenir à un pluralisme monétaire pour avoir d'ailleurs une vraie démocratie, parce qu'entre nous, qui décide quel parti politique est financé? Ce sont des banquiers. Je ne vois pas pourquoi. Non. Si, c'est ça la réalité. Il y a des partis politiques qui doivent aller sur. Qui ne sont pas financés de manière équitable. Non, mais Pierre, c'est anecdotique. C'est un exemple. Oui, mais anecdotique. Pas vraiment anecdotique. Non, moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Mais déjà, vous apportez une réponse. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas contre les autres monnaies. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est dans certains écrits, ça l'est quand même. Oui, pour certaines on est d'accord. Il faut mettre à bas les banques centrales. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est leur monopole. C'est pas les banques centrales en tant que telles. C'est le fait qu'elles. Non, mais si vous mettez à bas les banques centrales, vous détruisez les monnaies qu'elles portent. On est d'accord. Exactement. Donc, pour moi, c'est pas du tout le propos. Je pense que les banques centrales ont une légitimité à exister. Le réseau euro, pour moi, c'est une crypto-monnaie, l'euro. C'est comme les autres, je dirais. C'est ce qu'on appelle un stablecoin dans notre jargon, c'est-à-dire une monnaie qui est conçue pour assurer une inflation limitée, donc avec très peu de volatilité. Ouais. Ça, c'est le smart contract, si vous voulez, de l'euro. C'est le mandat, finalement, de la BCE, d'ailleurs. C'est écrit. Tout à fait. Donc, elle a une utilité. Les stablecoins ont une utilité, tout à fait. C'est légitime, c'est utile. Mais Bitcoin a une autre utilité, qui est celle de service d'étalon monétaire. Donc, effectivement, en ce moment, par exemple, de révéler la dilution de l'euro avec la création monétaire massive qui a lieu, qui explique la montée du Bitcoin, ce que moi j'explique comme la baisse de la valeur de l'euro, puisque je vois Bitcoin comme un étalon monétaire. Mais appuyé sur quoi ? Sur un réseau qui est un réseau mondial. C'est comme la même question. Je lis effectivement l'euro, le dollar et tout, cette monnaie qui ne repose sur rien. 200 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire monétaire, lever des impôts, la force d'un État, la force publique, les patrimoines publics. En France, 2000, 3000, 5000 milliards de patrimoine public. Aux États-Unis, je ne veux même pas chiffrer ça. Voilà, c'est du sous-jacent, comme on dit. C'est du collatéral. Voilà. Alors, Bitcoin repose sur quoi ? Alors, Bitcoin, c'est clairement un réseau.
C'est d'abord un réseau, donc un réseau informatique, c'est des machines, c'est du logiciel, c'est des gens. C'est exactement comme Facebook, si vous voulez. On peut avoir exactement la même question sur Facebook. Facebook, ça repose sur quoi l'action Facebook ou l'action Google? Il y a certes des revenus publicitaires, mais le sous-jacent, le collatéral, si les revenus publicitaires sont affectés, on revient à quoi? On revient à du logiciel, des machines, des gens. Oui, et enfin ça, bon, c'est exactement pareil. Le cours de bourse est corrélé au revenu, quand même. Alors, oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, on est d'accord. Vous me dites collatéral, c'est-à-dire pour moi, c'est la valeur de réserve. Un peu pourquoi ça ne peut pas tomber à zéro, en gros? C'est ça un peu la question, puisque souvent, les gens disent oui, mais sa valeur peut tomber à zéro. Moi, je vous dis que non, parce que d'abord, il n'y a pas d'exemple qu'un réseau qui se développe sur Internet, un réseau peer-to-peer disparaisse. On ne parle pas, Pierre, on ne parle pas ensemble de la valorisation de Bitcoin. Ça, pour le coup, voilà. Et vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qui va porter le risque? Qui, à un moment, le crédit, encore une fois, c'est le vecteur de la création de richesse. Voilà, on va le dire comme ça. C'est un vecteur. C'est un vecteur. Qui porte le risque pour Bitcoin? Les gars vont se comporter comme des banquiers. Comment voudriez-vous qu'ils se comportent autrement? Oui, tout à fait. Le risque, c'est vous qui le portez. Vous êtes votre propre banquier avec Bitcoin. En fait, c'est même la seule promesse de Bitcoin, c'est vous dire, vous pouvez être votre propre banque. Vous pouvez aussi faire appel à Premium. Mais pour ça, il faut que je les ai, ces bitcoins, pour être mon... Bien sûr, il faut les échanger, il faut les gagner, il faut vous faire payer en bitcoin par votre employeur, il faut vendre quelque chose contre des bitcoins, il faut peut-être acheter des bitcoins avec des euros, pourquoi pas. Ça c'est ce qu'on permet sur Premium. Mais donc c'est pire que l'héritage. C'est-à-dire, non, c'est comme l'or. On va à l'argent. C'est ce que je vous disais, c'est comme l'or. Vous pouvez avoir de l'or investissement, vous pouvez avoir un lingot, vous pouvez avoir Mais comment je pars de rien à ce moment-là avec Bitcoin? À partir de rien, je pense que personne ne part de rien. Enfin, si, avec le crédit. Alors, si, avec les banques. Avec le crédit, alors, si on prend l'exemple des États-Unis où on prête de l'argent aux étudiants pour financer leurs études, certes, quand ils sortent de leurs études, ils peuvent emprunter, mais ils se sont endettés même avant pour avoir leur diplôme. Donc, partir de rien, aux États-Unis, on a des gens maintenant qui partent avec une dette dans la vie professionnelle. Donc, c'est vous dire que c'est pas Bitcoin qui change ça. Ça, je suis d'accord. Et je vous ai dit, l'euro, enfin pour moi, l'euro en tout cas doit continuer à jouer ce rôle, comme vous avez souligné, de financer des projets qui ne peuvent pas être financés autrement finalement. Et par contre, tout ce qui peut être financé autrement que par la dette, à mon avis, pourrait l'être par l'émission de nouvelles monnaies, ou par ce qu'on appelle Friends and Family, c'est-à-dire le financement par des entreprises non financières. Love money, on dit aussi. C'est ça. Bien love mais money. La différence entre un prêt de votre entourage et un prêt bancaire, c'est qu'il n'y a pas de création monétaire dans le cas prêt de votre entourage. Tout à fait d'accord. Donc moi, j'encourage les gens à prêter, à trouver donc des financements dans leur entourage dans une première étape, et éventuellement dans une deuxième étape, se donner le choix d'emprunter ou d'émettre une nouvelle monnaie. C'est juste ça que je préconise. Pierre, et là, je suis ravi de cet entretien parce que quand je vous ai lu, il y avait des trucs quand même qui étaient un peu limites, quoi. C'est-à-dire, quand vous écrivez l'indice des prix de l'INSEE biaisé pour nourrir la propagande des banques. Enfin, c'est quand même, c'est un siècle d'histoire de la statistique, l'INSEE. Alors, l'INSEE, je connais un petit peu, parce que j'ai pas mal d'anciens... Non, je comprends, c'est l'histoire de l'immobilier que vous allez mettre dedans. Mais... Non, c'est l'inflation. Si vous voulez, à partir du moment où on dit, le charter de la BCE, c'est de faire un stablecoin, donc qui maintient l'inflation dans tel pourcentage. Ouais, la question devient comment je calcule l'inflation. Vous êtes d'accord? Ah, mais tout à fait. Non, Or, bien sûr. ce calcul-là n'a rien de transparent et relève de l'arbitraire total. C'est-à-dire que si vous intégrez... Oui, mais justement, sur le je logement, veux dire... vous savez... Non, mais on ne va pas partir là-dessus. Je voulais juste rendre hommage à un siècle d'études statistiques en France qui font de l'INSEE sans doute l'outil le plus performant du monde. Des très bons statisticiens. Et pas un instant, ils accepteraient de vendre pour une poignée de lentilles aux banquiers un once de leur science statistique. Voilà. Je suis d'accord avec vous Donc sur la qualité de leur top. science. Par contre, qu'ils soient sous influence de leur donneur d'ordre, et en l'occurrence c'est le gouvernement qui est l'État qui demande des statistiques et qui est dépendant des banques elles-mêmes. Donc c'est le problème du monopole, si vous voulez, Stéphane. S'il n'y avait pas de monopole, il n'y aurait aucun soupçon sur l'INSEE, parce que du coup on aurait une saine concurrence et de la transparence. Et tout ce qui est microcrédit, crowdfunding, enfin tout ce qui est inventé en ce moment. Ça c'est des prêts non bancaires. Typiquement tout ce qui est microcrédit, si vous voulez, c'est du prêt sans création monétaire. Au contraire, on en fait tout le temps. Si vous voulez, il y a et donc il n'y a pas besoin du Bitcoin pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que si vous voulez collecter à l'échelle mondiale, si vous avez un projet local, vous voulez faire appel à des investisseurs dans le monde entier, parce que votre projet local a une vraie portée
quelqu'un social ou autre. Eh bien, avec Bitcoin, vous allez pouvoir recevoir des contributions de gens qui sont à l'autre bout du monde. Si vous voulez mettre ça en place avec des euros... Mais il y a des tas d'organismes de microcrédit et vous aurez qui le permettent aujourd'hui. Vous savez, j'aurais dû noter les noms, mais il y en a qui sont fantastiques. Ouais, qui vous font financer des projets partout dans le monde. 10%, qui prennent 10% des fonds levés, et avec des délais, des contraintes réglementaires très fortes, qui font en fait, ce genre de projet ne peut avoir lieu que dans des pays développés. Je peux financer du crowdfunding en Inde, je peux financer quelqu'un au Gabon, n'importe où, avec du Bitcoin. Je ne peux pas le faire autrement. Donc vous changez la donne, en fait. C'est là où Bitcoin est un game changer, parce que il va changer la donne pour un tas de gens qui ne sont pas vous et moi. Je le précise. Alors, on est au bout de cet entretien. J'en suis désolé. Vous reviendrez, c'est passionnant. Pour ça, il faut quand même qu'à un moment, ça se stabilise un peu, non? Alors, l'aspect volatilité... Non, mais rapidement, réponse rapide. D'abord, ça va arriver, parce que l'adoption augmente chaque année, donc forcément, ça va introduire une forme d'inertie et de stabilisation. Cependant, vous pouvez utiliser le réseau Bitcoin dans toutes ces qualités qu'on vient d'évoquer, et changer au deux bouts de la transaction en stablecoin, si vous voulez, en euros ou dans la monnaie locale. C'est dans l'instant de raison que vous faites la transaction. Pourquoi? Parce que Bitcoin est liquide. Le plus important pour Bitcoin, c'est qu'il soit liquide. Qu'il soit volatile, c'est un épiphénomène que d'ailleurs nous ne maîtrisons pas. Mais par contre, qu'il soit liquide, ça permet, dans l'instant de raison, de convertir avec un stablecoin à chaque bout de la transaction. Donc à ce moment-là, on utilise le réseau Bitcoin. Donc là, c'est 1000 milliards à peu près, la capi du... À peu près, oui, tout à fait. Ça veut dire... Personne ne peut en prendre le contrôle. Parce que j'ai vu la communauté Bitcoin se féliciter de ce qu'avait fait Elon Musk. Mais moi, je pensais que c'était une catastrophe pour vous, finalement. Qu'un type, un seul, avec un tweet, fasse bouger le cours de monnaie comme ça. Oui, ça, c'est le côté... Mais ça, c'est vrai de l'action. Vous pouvez faire ça sur une action à 1000 milliards. Oui, mais encore une fois, comparez pas avec une action. Il n'y a pas que Bitcoin qui peut être votre enjeu, c'est une monnaie. Oui, tout à fait. Mais c'est une personne ne peut faire ça avec une monnaie. Mais on peut faire ça avec l'or, si on veut, si vous voulez. George Soros a fait ça sur la livre sterling. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est vrai. Non, c'est fini, ça. Mais ça, c'est peut-être parce que Bitcoin n'a pas atteint, justement, son prix. On est encore dans la phase de découverte du prix. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas un gars multimilliardaire qui pourra en prendre le contrôle. D'ailleurs, Elon Musk a eu une influence, certes, mais très temporaire. Et en plus, il influence des gens qui sont plutôt, à ce moment-là, peu avertis. Ceux qui sont depuis plus longtemps sur le sujet ne vont pas se laisser impressionner par ce que peut dire quelqu'un comme Elon Musk. Merci Pierre, c'était très intéressant. Merci à vous, Stéphane. Pierre Noisa, donc cofondateur de Paymium, dont on ne saura pas s'il est multimillionnaire, mais je l'espère pour lui. On continue, les amis. Pierre Noisa donc était avec nous, cofondateur de Paymium, la toute première aujourd'hui, enfin la toute première historiquement, et la toute première plateforme qui permet de réaliser l'ensemble des opérations qu'on peut réaliser avec du Bitcoin. En acheter, en vendre, si le cœur vous en dit. Les amis, là-dessus je ne m'engagerai pas. Les amis, on se retrouve demain avec d'autres aventures. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.